On s'attendait pas à ce que le président Magali Xi Jinping nous tende la main. C'est même une offre de service qu'a fait le président ce matin. Alors ils ont tout à gagner, les Chinois, à lier des partenariats avec nous, mais alors nous on a beaucoup à perdre, parce que effectivement devenir le déversoir des produits chinois, c'est une possibilité très importante. Tous les 3 ans, la marine chinoise met en service l'équivalent de la totalité de la flotte de combat française. Donc l'US Navy, la marine américaine, a été dépassée en tonnage déjà, et elle va être dépassée en qualité très bientôt par la marine chinoise. Donc cette course qui est perdue d'avance pour les États-Unis, finalement, Donald Trump a essayé de la replacer sur un autre plan, qui est la guerre commerciale. Donc oui, ils vont frapper à la porte. Ils vont frapper à la porte très vite. Et moi, ce que je vois, c'est un débat un peu cornélien, en ce sens que, certes, l'Union européenne va mettre des barrières, elle va essayer de limiter un certain nombre de choses, mais en même temps, le consommateur, lui, vous et moi, on achète des produits chinois tous les jours. Et moins ce sera cher, et plus on va en acheter. Donc cette dichotomie, vous voyez, entre l'appel du marché, et qui est déjà présente, en fait, et le fait de mettre des restrictions sur quoi, comment. Et puis, je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, en fait, les Américains qui avaient des alliés n'ont plus d'alliés, et que le paradoxe de cette histoire, c'est qu'il nous met indirectement en face de la Chine, mais peut-être avec la Chine, avec le Vietnam, avec le Laos, bref, avec des alliances qu'on pourrait appeler contre nature, mais qui vont peut-être devenir pragmatiques. Qu'a-t-on à gagner avec des partenariats commerciaux avec les Chinois, à part une déferlante de produits chinois sur le sol? Moi, j'entends ce que vous dites. C'est-à-dire, bizarrement, je ne sais pas, ils ont décidé de présenter la Chine comme la source du problème, en oubliant qui a commencé toute cette affaire depuis la base. C'est quand même terrible, hein? Les Chinois, si on y regarde de plus près, les Chinois sont de loin les plus grands truands de l'histoire. Donald Trump, sachant de quelle civilisation il est l'héritier, ose dire dans une allocution publique que ce sont les Chinois qui sont les plus grands truands de l'histoire. Je ne sais même pas comment appeler ça, parce que c'est au-delà du manque de respect. C'est au-delà du révisionnisme. Donc en réponse, on va simplement faire ensemble un peu d'histoire pour qu'on se rappelle bien qui sont les plus grands truands de l'histoire de ce monde. On en vient au président chinois Xi Jinping ce matin, qui demande de l'aide, visiblement. Non, pas du tout. Il ne demande pas de l'aide. Bien au contraire, il est plutôt venu pour pouvoir proposer son aide aux Européens. En fait, ça ressemble plus au fait de vouloir récupérer le marché européen, qui jusqu'à présent est quelque part la chasse gardée des États-Unis. C'est même plutôt comme ça qu'on doit voir ça. Mince. En début d'interview, monsieur le journaliste. Donald Trump a trouvé la faille face à la Chine. Des surtaxes phénoménales, une brutalité sans pareille. Conséquence, ce matin, Pékin tend la main et c'est vers l'Europe que le président chinois s'est tourné pour tenter de contrer l'offensive américaine. Juste avant d'annoncer d'ailleurs une hausse de 125% des taxes sur les marchés américains, sur laquelle nous reviendrons. D'abord, écoutons le président chinois. Cette année marque le 20e anniversaire du partenariat stratégique global entre la Chine et l'Espagne et le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et l'Union européenne. La Chine est prête à travailler avec l'Espagne pour construire un partenariat stratégique global plus stable, avec des moteurs de développement plus forts, afin d'améliorer le bien-être des populations des deux pays, d'insuffler un nouvel élan aux relations Chine-Union européenne et de contribuer davantage à la promotion de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde. Vous avez bien entendu, décidément, l'arrivée de Donald Trump a bouleversé quand même ce monde. On ne s'attendait pas à ce que le président Magali Xi Jinping nous tende la main. C'est même une offre de service qu'a fait le président ce matin. Mais il y a tout intérêt, Xi Jinping. Il a 500 milliards de dollars de marchandises qu'il écoule normalement sur le marché américain, qu'il a sur les bras. Les containers ne partent plus aujourd'hui de Chine. Il a vraiment des marchandises à exporter. Et quel est le marché sur lequel il peut le faire? C'est évidemment l'Union européenne. Donc aujourd'hui, il a tout intérêt à expliquer en quoi il serait formidable de renforcer nos relations au moment où les barrières douanières lui ferment le marché américain. On a compris dès l'introduction qu'il s'était pressé de présenter la Chine comme étant particulièrement affaiblie, comme étant particulièrement à genoux. Ce qui n'est pas tout à fait le cas en réalité. Je l'ai dit dans les précédentes analyses. Cette affaire d'augmentation des douanes
c'est un coup très dur pour la Chine. Mais ce n'est pas un coup mortel pour la Chine. Elle parle de 500 milliards. Déjà, je ne sais pas si les 500 milliards, c'est vrai, mais ce n'est que 3%. C'est plutôt comme ça que vous devez comprendre ça. Ce n'est que 3%. Donc oui, ces 3%-là représentent énormément d'argent, mais pas assez pour pouvoir tuer le marché chinois. Maintenant, ce que la Chine est en train de faire, c'est de voir que les Européens sont aussi dans une mauvaise passe. Il y a la possibilité de recevoir des marchandises plus rapidement, étant donné que c'est le même continent. L'Europe n'existe pas. C'est l'Eurasie, c'est le même continent. Étant donné que c'est le même continent et qu'il y a les routes commerciales qui circulent, ces marchandises-là, au lieu de traverser l'océan Pacifique, peuvent simplement être renvoyées du côté de l'Europe. Pourquoi pas? Et à ce niveau, il n'y aurait pas de droits de douane. Ce serait tout bénef à tous les niveaux. Mais pourquoi est-ce que les présentateurs sont pressés de présenter la Chine comme étant affaiblie et à genoux? Non, ils viennent vous offrir l'opportunité de payer moins cher et vous les insultez quand même. Pourquoi vous avez le cœur là? Donc il va multiplier ce genre d'offensive. Et aujourd'hui, évidemment, cette rencontre avec le Premier ministre espagnol lui donne une occasion rêvée d'essayer de faire miroiter, évidemment, à l'Union européenne tout ce qu'elle pourrait obtenir en échange d'une meilleure collaboration avec la Chine. L'expression qu'elle a utilisée donne l'impression que la Chine est de mauvaise foi. Te faire miroiter. Factuellement, c'est pas une mauvaise expression, hein. Ça te fait entrevoir, ça te fait imaginer à quel point ça peut être bénéfique pour tous les deux. Mais sauf que la connotation de l'expression est négative. Il y a beaucoup d'expressions comme ça en français. C'est un peu comme pittoresque. Quand on va te dire que j'étais dans un endroit pittoresque, tu auras l'impression que c'est quelque part qui est dégueulasse, moche, laid, qui vraiment, ce n'est pas un endroit où tu veux aller. Or, pittoresque signifie beau, signifie vraiment un endroit qu'on veut photographier, tellement c'est beau. C'est ça le truc. Vous voyez? Le français a ce genre de mots-là avec lesquels on peut embrouiller des gens. Donc, quand elle veut utiliser l'expression miroiter, vous aurez l'impression que quelque part, il y a une arnaque. Alors que pas du tout. La Chine est simplement venue présenter ses arguments, expliquant qu'il y aura tout intérêt à ce que l'Europe renforce ses relations avec la Chine, étant donné que c'est le même continent, étant donné que les routes économiques sont plus faciles à faire comme ça, étant donné que l'Europe est aussi touchée par la hausse des droits de douane et que ça tombe bien. La Chine ne veut plus vendre aux États-Unis et qu'il y a de la marchandise, autant mieux l'Europe achète ça. Puisqu'en Europe, c'est déjà la crise économique et que cette crise économique va de mal en pire. Et en attendant, la Chine a plein de marchandises là, moins chères, que les consommateurs européens seront ravis d'acheter. Pourquoi ne pas le faire? Mais là, malgré tout, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils veulent montrer une Chine qui est en train de ramper vers l'Union européenne en mode s'il vous plaît, aidez-nous à acheter nos marchandises. Ils vous ont déjà fait comprendre que rien que leur marché interne est capable de couvrir leurs besoins. C'est capable de gérer leur économie. Et il y a le monsieur là qui était interviewé par la journaliste américaine qui dit que même pendant 5000 ans encore, la Chine peut évoluer sans les États-Unis d'Amérique. Parce que les Américains ont plus besoin de la Chine que la Chine a besoin de l'Amérique. Doucement, pardon. On n'est qu'à 2 minutes. Xi Jinping a quand même un problème aujourd'hui. Cette guerre commerciale, elle va lui poser des difficultés. Il doit trouver de nouveaux marchés. Et c'est là où l'Union européenne doit être extrêmement vigilante pour pas se retrouver comme le déversoir des marchandises invendues chinoises. Il y a vraiment une vigilance et il y a une prise de conscience quand même à Bruxelles que ça va être l'un des enjeux des prochains mois et que sur ce sujet-là, il faut être quand même extrêmement ferme. Justement, on parlait tout à l'heure de gestes empoisonnés, on va y venir. Je voudrais juste qu'on écoute Nicolas Dufour, c'est le directeur général de la BPI. Hier, presque dans une déclaration prémonitoire, il nous a mis en garde. On va l'écouter. On est bien placé pour savoir que dans pas mal d'industries, et si ce n'est la quasi-totalité des industries, on a face à nous maintenant des acteurs chinois de première qualité, mais qui ont été ultra subventionnés et qui, dans un nombre important de cas, pratiquent le dumping pur. Est-ce qu'on a face à nous? C'est quand même un tsunami. Ouais. Et donc, il faut se défendre. Sinon, des entreprises magnifiques comme Valeo, comme Bosch, comme Continental, etc., vont devoir fermer leurs usines européennes. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Catherine, c'est pas compliqué, mais c'est bien en le disant quand même. Alors ils ont tout à gagner, les Chinois, alliés des partenariats avec nous, mais alors nous, on a beaucoup à perdre, parce que effectivement, devenir le déversoir des produits chinois, c'est une possibilité très importante. Aujourd'hui, par exemple, si on prend les colis de la Poste, 22% des colis, c'est des colis de la marque Shein et Temu, deux marques. C'est ce qu'on appelle les petits colis, c'est ça les petits colis qui sont exemptés aujourd'hui de droits de douane, moins de 150 € de marchandises. Il n'y a pas de droits de douane
payer. Et aujourd'hui, donc, la Poste est submergée par ces petits colis. Pareil pour les services des douanes. Et ça va s'accélérer si l'Union européenne ne met pas rapidement en place des contingents quelque part. Mais on sait que l'Union européenne, pour mettre en place ce type de limitation, met beaucoup de temps. On peut prendre un exemple. Ça peut paraître anecdotique, ça en dit très long. Les nacelles élévatrices, vous savez, les nacelles voilà, sur les chantiers. En 2021, les États-Unis ont décidé de fermer leurs frontières avec des droits de douane énormes sur ces nacelles. Nous, on a mis 2 ans à en imposer, bien plus faible que les Américains. Aujourd'hui, 25 à 35% des nacelles, ce sont des nacelles chinoises. Ça peut se produire. On a été envahis. Voilà, on a été envahis et ça peut se produire sur beaucoup d'autres produits. Une fois de plus, la dame utilise une expression qui présente la Chine ou l'initiative chinoise comme quelque chose de mauvais. Elle parle de déverser, de dépotoir. Donc les produits chinois sont des déchets. Le fait que ces nacelles dont elle a pris un exemple là soient entrées dans l'Union européenne, est-ce que ça n'a pas permis aux Européens de pouvoir construire les bâtiments? Ils étaient très contents de pouvoir construire leurs bâtiments à moindre coût, sans avoir à payer les énormes prix imposés par les Américains. Maintenant, elle essaie de faire comme si c'était quelque chose de négatif à la base. Mais c'est même quel genre d'hypocrisie ça? L'autre exemple qu'elle prend, ce sont des courriers. Donc de toute l'économie, ce sont les 2 là qu'elle a pu trouver. Ce n'est que les 2 là. C'est-à-dire un produit de niche fait pour les très grosses entreprises de BTP et un truc de commodité. Simplement parce que c'est un courrier et que ça transite tout le temps. Donc vraiment, on ne doit pas imposer ça parce que de toute façon, c'est tellement trivial, tellement peu cher que c'est pas grave si on n'amortit pas dessus. Déjà, l'Europe ne peut pas être un dépotoir pour les marchandises chinoises. Ce n'est pas comme s'ils envoient leurs marchandises gâtées. En revanche, vous allez voir que l'Afrique est un dépotoir pour les marchandises occidentales parce qu'ils envoient en Afrique que ce qui est défectueux. Donc ils ont cette perception en continu là. L'Europe ne peut pas être un dépotoir parce qu'ils ne vont acheter que les marchandises qui sont pertinentes pour eux. Ce n'est pas comme si c'est la Chine qui va choisir les marchandises qu'ils vont envoyer en Europe. Logique. Maintenant, pourquoi est-ce que c'est bénéfique pour l'Europe en réalité? Déjà, l'accès à des choses beaucoup moins chères. La Chine propose des produits industriels, électroniques et manufacturés à des prix hyper compétitifs. Vous avez vu avec cette affaire la trend qui est sortie, des usines chinoises qui montrent le prix de leurs produits. Les chaussures à moins $1, les jeans à moins $1, les t-shirts à moins $1, les sacs à $2, $3, $4. Les prix sont hyper compétitifs à tous les niveaux. Et l'Europe qui subit actuellement une récession économique très grave, ce serait pertinent pour le petit peuple. Vous vous rappelez ceux-là qui n'ont pas les moyens de s'acheter les choses à 50 000 €. Et voilà, la guerre commerciale entre la Chine et la Russie pousse tout le monde à chercher des nouveaux partenaires, non? L'Europe peut une fois de plus jouer dessus et négocier des prix en fait. Mais bon, ils sont dirigés par qui? Par des valets des États-Unis. C'était pas un mystère, c'était une question rhétorique. Parce que objectivement, en se tournant vers la Chine, en acceptant l'aide chinoise là, déjà ce serait gagnant-gagnant. L'Europe sera beaucoup moins dépendante des produits américains. Ce qui est stratégique en période d'incertitude comme maintenant. Je l'ai dit, qu'est-ce qui ne dit pas que Donald Trump, sur un coup de tête, va encore faire une dinguerie? Donc autant mieux déjà commencer à chercher d'autres partenaires. En se positionnant en partenaire commercial de la Chine, l'Europe qui est en train de perdre en poids diplomatique va regagner du poids. Non seulement ils vont regagner du poids diplomatiquement, mais aussi économiquement, étant donné qu'ils vont profiter d'une relation directe avec la plus grande puissance économique du monde. Et cette grande puissance économique du monde-là est un des leaders du monde multipolaire. Donc, ils vont forcément regagner du poids politique. L'Europe gagne même à un autre endroit. Il peut devenir l'intermédiaire entre les 2 grands géants, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine. Les produits que les Américains veulent là, puisque l'Europe est moins taxée que la Chine, peuvent passer par les Européens qui ajoutent leur marge, ça arrive aux États-Unis. Donc, au lieu que les prix soient du x2, x3, x4, comme ce qui est en vue là, ce sera peut-être juste un plus de 1/10 ou alors, dans le pire des cas, 1/5. Ce serait beaucoup plus intéressant comme ça. Même si les prix sont devenus chers, que ça ne devienne pas inaccessible. Donc voilà là où l'Europe aurait pu réfléchir. Et l'Europe aurait pu gagner de l'argent comme ça en étant l'intermédiaire entre les deux. Mais vous entendez les gens commencer à dire, oh, dépotoir, on doit faire attention. L'Europe n'a pas les usines pour dire qu'ils vont produire ce qu'elle a cité en exemple là eux-mêmes. Et vous avez vu ce qu'elle a cité en exemple. C'est quoi ça comme exemple? Prenez les produits de consommation quotidienne. C'est ça qui ramène le plus d'argent. Ce que la plupart des gens dans les pays consomment. Pas les excavatrices pour pouvoir construire de très hauts buildings. Combien de personnes dans leur quotidien consomment ça? Et en plus, la Chine pourra investir dans les infrastructures en Europe. Les ports, les chemins de fer, des zones industrielles, etc. Et les investissements créent de l'emploi, ça crée du logement et ça modernise un tas de secteurs. Tout bénéfice pour l'Europe. Tout bénéfice à tous les niveaux. Mais ce sont eux sur les plateaux télé qui jacassent. Et vous vous rendez compte que dans ça, c'est tous les marchés européens qui seront chanceux d'avoir la Chine en réalité comme partenaire. Que ce soit la haute technologie, l'industrie, l'automobile, etc. Le luxe, la mode, l'agroalimentaire,
l'agroalimentaire, tous ces secteurs d'activité-là auront une terrible croissance s'ils acceptent de dealer avec la Chine. Même les services financiers et les restaurants auront des milliards à se faire. Mais comme je dis depuis le début de la vidéo, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a cette volonté de leur part à vouloir présenter la Chine comme faible et à faire comme si eux, ils n'avaient aucun intérêt à travailler avec la Chine. Elle l'a même dit d'ailleurs. Elle a dit que la Chine a tout intérêt à travailler avec l'Europe, mais que l'Europe n'a aucun intérêt. Aucun. Tu es sûr? On peut se produire sur beaucoup d'autres produits. Alors c'est intéressant, Guéric, parce qu'on a le sentiment que cette guerre se déplace dans tous les domaines. L'économie, bien évidemment, les territoires, chacun cherche des alliés. On n'est jamais, peut-être l'économie n'a pu porter ce qualificatif de guerre. Oui, effectivement, on voit qu'il y a un vocabulaire très militaire qui est employé. Et c'est vrai qu'avec mon focus de journaliste défense, je peux pas m'empêcher de voir que les États-Unis ont finalement réussi à déplacer sur le plan commercial une concurrence militaire qui est bien présente avec la Chine. On se souvient de chiffres qui peuvent nous paraître hallucinants pour nous, mais tous les 3 ans, la marine chinoise met en service l'équivalent de la totalité de la flotte de combat française. Donc l'US Navy, la marine américaine, a été dépassée en tonnage déjà, et elle va être dépassée en qualité très bientôt par la marine chinoise. Donc cette course qui est perdue d'avance pour les États-Unis, finalement Donald Trump a essayé de la replacer sur un autre plan qui est la guerre commerciale, et ça permet aux États-Unis de couper une partie des financements de l'armée chinoise aussi, et donc d'amputer un petit peu la capacité à monter en puissance de l'armée chinoise. Et deuxième remarque, le fait de se tourner vers l'Europe pour les Chinois, ça implique une attention encore plus grande vers l'Arctique, qui est au cœur des préoccupations chinoises aujourd'hui, puisqu'ils veulent ouvrir une route commerciale à travers l'Arctique pour éviter de passer par Suez pour aller en Europe. Et donc la construction de brise-glace notamment a été décuplée en Chine, et ils veulent vraiment arriver à exporter leurs marchandises sans passer par les routes traditionnelles, directement à travers le passage du Grand Nord. Alors ce piège, est-ce qu'il faut l'identifier ? Visiblement, c'est fait. Est-ce qu'il faut le contourner ? Est-ce qu'il faut en profiter ? Parce que vous verrez tout à l'heure que nos relations économiques avec les États-Unis sont quand même pas encore florissantes. On a mis sur pause, mais tout peut reprendre, et très vite. Juste, Michel Janowski, je vais vous laisser la parole, mais c'est très court. C'est Donald Trump, il parle des Chinois. Écoutez ce qu'il dit. Les Chinois, si on y regarde de plus près, les Chinois sont de loin les plus grands truands de l'histoire. Je vous l'avais dit, c'est court. Michel. Donald Trump, sachant de quelle civilisation il est l'héritier, ose dire dans une allocution publique que ce sont les Chinois qui sont les plus grands truands de l'histoire. Je ne sais même pas comment appeler ça, parce que c'est au-delà du manque de respect. C'est au-delà du révisionnisme. Je sais pas si en français il y a une expression pour pouvoir qualifier ce qu'il vient de faire. Donc en réponse, on va simplement faire ensemble un peu d'histoire pour qu'on se rappelle bien qui sont les plus grands truands de l'histoire de ce monde. On va faire une liste des crimes commis par les puissances occidentales, essentiellement les pays européens et nord-américains. On va les faire en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Et on va limiter le temps. Ce sera seulement depuis 1400. De 1400 jusqu'à 2025. Que ce soit esclavage, colonisation, violente, massacre, pillage, génocide, expérience médicale, déplacement forcé, etc. On va essayer de naviguer. Parce que quand les gens parlent, quand les gens font des déclarations comme ça, il y a des personnes de leur peuple, de leur civilisation, comme ceux qui sont sur le plateau là, qui sourient alors que ce n'est pas drôle du tout. Quand on étudie l'histoire, quand on a subi les affres de l'Occident, on ne peut pas rire à ce que Donald Trump a fait là. Donc faut qu'on leur rappelle un peu d'où est-ce qu'ils sortent en réalité. Et qui, de toute leur histoire, n'a rien fait d'humain. On commence par le kidnapping et l'esclavage des Africains. Enlèvement, déportation, mise en esclavage de plus de 500 millions d'individus. Ça commence avec les Portugais, puis les Espagnols, les Français, les Britanniques, les Hollandais et les Américains. On parle de plus de 500 millions de morts. 500 millions, c'est plus que la population du Nigeria actuellement. C'est plus que la population des États-Unis actuellement. C'est à peu près la population de toute l'Union européenne actuellement. Ce sont eux qui ont dévasté des sociétés entières, qui ont mis en place les guerres tribales, qui ont dépeuplé les régions entières. C'est-à-dire des pays entiers ont été vidés de leur population. Des endroits qu'on dit déserts aujourd'hui. Toujours en Afrique, après l'esclavage, il y a eu la colonisation. La France, ils ont fait des massacres incommensurables en Algérie. Jusqu'aujourd'hui, on n'arrive pas à compter le nombre de morts. Massacres incommensurables dans tous les pays dont ils ont eu la gestion. On n'arrive pas à compter le nombre de morts. Ben, il y a Nathalie Yam qui disait que toutes les familles africaines ont
au moins subi la mort d'une personne chez eux. Juste pour vous dire à quel point ils ont massacré. Ils ont instauré le travail forcé, n'est-ce pas? On appelle ça l'esclavage colonial. C'est-à-dire que vous êtes esclave, mais plus sur d'autres terres, vous êtes esclave chez vous-même. Toute l'Afrique de l'Ouest est passée, toute l'Afrique centrale est passée. Ça, c'est le cas de la France. Le Royaume-Uni a fait des déportations. Ils ont organisé les famines et l'exploitation au Nigeria, au Kenya. Ils ont organisé la guerre du Mao Mao, torturé, violé, faire des campagnes de massacre, littéralement. Si on doit parler de pillage de ressources, tous étaient là-dedans. En termes de banditisme et d'esprit truand, il n'y a pas pire. Diamants, pétrole, or, tout ce qu'ils pouvaient, tout ce qu'ils trouvaient sous la main, ils volaient. Tout l'or des pays occidentaux aujourd'hui là vient des pays africains. Tout l'or des pays occidentaux qu'ils utilisent pour se taper la poitrine pour dire qu'ils sont riches là, viennent de l'Afrique. La Belgique, génocide au Congo, avec 15 millions de morts, disent-ils. Ce sont les chiffres des Belges, ce ne sont pas les chiffres des Africains. Parce que si ce sont nos chiffres, une fois de plus, ce sera peut-être du x10 ou du x100. L'Allemagne a commencé toutes les pratiques qu'elle a faites par la suite, durant la Seconde Guerre mondiale, en Afrique. Avec la Namibie, le Cameroun et j'en passe. Tout leur premier sujet de test, c'était en Afrique. Après ça maintenant, là on est toujours dans le cadre de l'Afrique, on n'est même pas encore arrivé en Asie. Et je suis en train de sauter l'histoire, comme vous pouvez le remarquer. Après tout ça, il y a eu le néocolonialisme et les interventions post-indépendance. Les assassinats des leaders comme Patrice Lumumba, ça a été organisé par qui? La Belgique et la CIA. Les systèmes économiques imposés, les dettes coloniales, le pillage par les multinationales, les gars comme Total, Orano et j'en passe. Les bases militaires permanentes pour pouvoir protéger les intérêts des gens qu'ils ont mis à la tête de nos États pour servir les truands occidentaux. Parce que bien sûr, quand la dictature sert les pays de l'Occident, ça va. Ce n'est pas de la dictature, c'est un partenariat stratégique. Quand on laisse l'Afrique et que l'on part en Asie, la colonisation, le pillage, la mise en esclavage des gens dans leur propre territoire. On a eu ça où? En Inde. Ça, c'était par les Britanniques. Ils ont organisé des famines. Par exemple, la famine du Bengale en 1943 a fait 3 millions de morts. Une famine. Je dis bien que c'était organisé. Hein. La même chose qu'en Afrique, ils ont pillé l'or, le coton, les épices. Ils ont détruit les industries locales. À la Chine, qui était aussi une exploitation britannique, ils ont imposé l'opium. C'est un des plus gros traumatismes de la Chine. Ça leur est encore enseigné aujourd'hui dans leur histoire. Et c'est une des raisons même qui oriente leur économie actuellement. Ils ont aussi colonisé l'Indonésie. Ça, c'était les Hollandais. Massacre, exécution, exploitation agricole et esclavage local. Exactement comme en Afrique. Le Vietnam, le Cambodge et le Laos, ça, c'était la France. Travail forcé, esclavage local, les impôts écrasants pour pouvoir empêcher toute émergence d'économie locale, emprisonnement, torture, abus de toutes sortes. Aux Philippines, ça a commencé par les Espagnols. Ensuite, il y a eu les Américains. Colonisation d'une brutalité incommensurable. Et durant la guerre américano-philippine, il y a eu massacres, torture, villages incendiés et j'en passe. Quand on part en Amérique du Nord et du Sud, ils sont devenus une colonie de peuplement. Ils ne se sont pas contentés de massacrer ceux qui étaient là. Ils ont massacré ceux qui étaient là et les ont remplacés et prétendent que c'est chez eux. Jusqu'à un gars comme Donald Trump estime que les gens originaires du continent américain sont des étrangers, alors que ce sont eux qui sont les étrangers. En Amérique du Sud, il y a eu la destruction de civilisations. Les Mayas, les Incas, les Aztèques, ça a disparu. Et ça a été fait par qui? Les Espagnols et les Portugais. Massacre, torture, esclavage local. Conversion forcée, comme en Afrique, à cette affaire-là qu'ils appellent religion chrétienne. Cette arme exclusivement dédiée, destinée à soumettre les gens, à les empêcher de réfléchir. Dès que vous prononcez le nom Jésus, machin, les gens passent en pilote automatique. Toute leur intelligence disparaît. Ils se mettent en mode de défense. En fait, ils deviennent littéralement stupides. Ils deviennent littéralement crétins. Vous allez voir les gars les plus intelligents du monde. Dès que vous allez dire Jésus, on dirait un mot comme ça qui conditionne psychologiquement, un peu comme les programmes MK Ultra là, où il y a des agents dormants. Dès qu'on va prononcer un mot, ça va les réveiller. Exactement la même chose. Et aujourd'hui, tu vas aller en Amérique du Sud et vous allez voir plein de gens. Oh, machin Jesus Christos, machin Christos. Jusqu'à il y a une immense statue de Jésus à Rio. En Amérique du Nord, c'est la même chose. On a eu le massacre des peuples locaux. On les a tellement éliminés qu'aujourd'hui, ils sont parqués dans des réserves naturelles, comme des animaux. Que non, vraiment, cette région-là, on ne les touche plus, ils ne sont que 1500. Ils sont classés comme étant espèces protégées. Vous voyez jusqu'où va la violence? Et c'est Trump qui va oser dire à la télé que ce sont les Chinois les plus grands truands. Vous voulez qu'on parle des traitements inhumains qu'ils ont fait durant leur histoire, de la quantité de personnes qui ont été mises en esclavage, toujours par les mêmes gens. Si on doit parler des gens qui ont causé le plus de dégâts, les gens qui ont été les plus truands, qui ont fait le plus de guerres, esclavage, génocide, pillage, destruction de civilisation, le peuple qui a le bilan historique le plus lourd est de très loin le peuple dont est originaire Donald Trump. Ils ont colonisé près de 80% de la planète, ont imposé des systèmes économiques destructeurs, esclavage, capitalisme impérial et j'en passe, ont déclenché les guerres les plus meurtrières, ont organisé
organisé l'esclavage, le kidnapping de centaines de millions d'individus. Ce sont eux qui ont organisé ça. Ce sont toujours eux qui ont utilisé la bombe nucléaire. Ce sont eux qui actuellement ravagent le plus l'environnement. Ce sont eux qui ont imposé des régimes de dictateurs extrêmement violents pour pouvoir protéger leurs intérêts. Et ce sont eux qui continuent toujours de piller les ressources du Sud global. Ce sont toujours eux. Donc vraiment, quand j'entends les incongruités de Donald Trump, vous sentez à quel point il est façonné par cette idéologie-là de croire que ce que eux ils font c'est tout le temps justifié, mais les autres c'est pas justifié. Que ce que eux ils font c'est acceptable, mais pour les autres c'est pas acceptable. Que c'est lui qui détermine qui est truand, qui ne l'est pas. Mais non, monsieur, non. Ce sont vos actes qui déterminent cela. Et du point de vue de la logique. Donc il n'entre même pas dans le cadre de l'histoire. L'Occident n'a rien à dire à personne sur aucun sujet, aucun. Donc ce qui est valable pour les États-Unis, est-ce que c'est valable pour nous? Est-ce qu'il faut se méfier des plus grands truands de l'histoire? Je crois que de toute manière, il faut se méfier au moins d'une chose, c'est que 33% des exportations de la Chine vers les États-Unis ne pourront plus se faire, à tel coût de 125%. Il reste le marché européen, 22%. Donc oui, ils vont frapper à la porte. Ils vont frapper à la porte très vite. Et moi, ce que je vois, c'est un débat un peu cornélien, en ce sens que, certes, l'Union européenne va mettre des barrières, elle va essayer de limiter un certain nombre de choses, mais en même temps, le consommateur, lui, vous et moi, on achète des produits chinois tous les jours. Et moins ce sera cher et plus on va en acheter. Donc cette dichotomie, vous voyez, entre l'appel du marché, et qui est déjà présente, en fait, et le fait de mettre des restrictions sur quoi, comment. Et puis je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, en fait, les Américains qui avaient des alliés n'ont plus d'alliés. Et que le paradoxe de cette histoire, c'est qu'il nous met indirectement en face de la Chine, mais peut-être avec la Chine, avec le Vietnam, avec le Laos, bref, avec des alliances qu'on pourrait appeler contre nature, mais qui vont peut-être devenir pragmatiques. Peut-être pas naturel, mais pragmatique. Catherine, c'est ça, quand on... Vous savez pourquoi est-ce qu'ils jugent les alliances avec les pays de l'Asie comme contre nature, contrairement par exemple à l'alliance avec les États-Unis qui est naturelle? Ce n'est pas une question de territorialité, parce que si c'était une simple question de territorialité, l'Europe et l'Asie, c'est la même terre. On est d'accord là-dessus. Pourquoi est-ce qu'ils veulent traverser l'Atlantique? C'est donc une question de civilisation, aussi simple que ça. C'est parce qu'avec les Américains, ils partagent la même idéologie, qu'ils le veuillent ou pas. D'ailleurs, comme on l'a vu, les Américains ne sont que des Européens qui sont allés envahir d'autres territoires, c'est tout. C'est pour ça qu'ils parlent d'alliance naturelle. Or, dans la plupart des cas, lorsqu'on parle d'alliés naturels, c'est vraiment parce que nous sommes des voisins et nous vivons les mêmes réalités. Mais dans leur cas de figure, non. C'est simplement une affaire d'idéologie. Même s'ils sont perdants dans l'affaire, ils vont rester avec les Américains parce que c'est une question d'idéologie. Peut-être pas naturel, mais pragmatique. Catherine, c'est ça, quand on entend le président chinois ce matin, il parle presque pas de business. Il parle d'alliés. Il parle de partenaires. Le ton est quasi doucereux. Et Michel vient de le dire, le problème c'est qu'ils ont plein de choses à nous vendre, plein de choses à nous donner avec, et vous l'avez dit, le mot prix. Oui, j'aimerais bien savoir ce que finalement l'Union européenne a vraiment à gagner, peut-être des partenariats sur les minerais stratégiques, parce que c'est là où ils ont vraiment aujourd'hui la mainmise, les Chinois, mais qu'a-t-on à gagner avec des partenariats commerciaux avec les Chinois, à part une déferlante de produits chinois sur le sol? Moi, j'entends ce que vous dites sur le fait que, évidemment, le consommateur, il a une partie aujourd'hui, une grande partie des produits qui sont chinois, mais il y a aussi une grande partie de concurrence déloyale. C'est-à-dire que ces produits, ils sont toujours moins chers. Si on parle des plateformes Chine et Temu, la fast fashion, la mode poubelle comme on appelle ça, on sait qu'il y a des subventions monstrueuses derrière et des prix toujours plus bas. Et donc cette concurrence déloyale, à un moment, il faut s'en protéger. Quand on parle aussi d'alliance avec des pays comme le Vietnam, le Laos, il faut aussi faire attention parce qu'on sait qu'une partie des chaînes de valeur chinoises ont été déplacées dans ces pays-là. Donc est-ce qu'il ne va pas y avoir non plus un contournement via le Vietnam, via le Laos pour nous envoyer tous ces produits chinois? Il va falloir se protéger de la Chine et sans doute de d'autres pays asiatiques. Se protéger de quoi, en fait? Je comprends pas. La dame, si elle est économiste chez LCI, donc quand on la présente, on a l'impression qu'elle sait ce qu'elle dit, mais depuis j'écoute, je ne comprends rien. Se protéger de quoi, en fait? Des produits dont vous avez besoin? Honnêtement, je ne comprends pas sa logique. Et le monsieur à côté, il a été clair. La seule chose qui compte pour le consommateur, c'est le prix. C'est tout. Tant que le prix y est, c'est bon. Et tout à l'heure, j'ai listé toute la pertinence pour l'Europe de travailler avec la Chine. Vraiment, on est simplement en train de faire un exercice de réflexion. Qu'est-ce que ça va même donner si on va en profondeur? C'est déjà fait? Oui, bien sûr. C'est compliqué aussi de lutter face à un pays qui peut, et je suis sûr que les Chinois vont le faire,
baisser encore ses coûts de fabrication et baisser ses prix. Parce que, et là, le consommateur, dans une période économique qui est quand même très très difficile, il est là le problème, Catherine. Et jouer sur la monnaie aussi. Et jouer sur la monnaie, bien sûr. Il peut jouer sur le pouvoir d'achat et la monnaie. Oui, et donc... Vous voyez qu'ils finissent de tourner en rond et ils reviennent exactement à ce qu'on disait. Tout ça pour revenir exactement à ce qu'on disait. Sur la monnaie aussi. Et jouer sur la monnaie, bien sûr. Il peut jouer sur le pouvoir d'achat et la monnaie. Oui, et donc nous, on peut jouer sur les taxes, la taxation au niveau européen, pour remettre un petit peu de loyauté dans cette concurrence tout à fait déloyale, parce que ces subventions à tour de bras du régime de Pékin sur les produits, sur tous les produits, hein, on peut parler des vêtements, mais c'est vrai sur les panneaux photovoltaïques, on voit à quel point notre industrie a été décimée en Europe, hein, au niveau des panneaux photovoltaïques. Là, il y a une urgence de protection, mais à quel point l'Union européenne va réussir à se mettre d'accord sur cette production, sur cette protection, et il y a tellement de produits aussi qui vont être concernés. Là, il y a une concertation européenne qui est nécessaire et rapide. Le truc, c'est que vous n'avez juste pas le niveau déjà, avant qu'on aille où que ce soit. Et non seulement du fait qu'ils n'ont pas le niveau, en réalité, l'Union européenne protège ses entreprises et ses industries, hein, beaucoup plus que ce que vous ne le croyez. Infiniment plus que ce qu'elle essaie de présenter là. Le truc, c'est que même avec la protection de leurs États, ils n'ont pas le niveau. Ils n'ont tout simplement pas le niveau. C'est tout. Eux, ils produisent pour les riches. La Chine produit pour les pauvres. Et comme il y a plus de pauvres que de riches sur Terre, la Chine gagne. Point. À partir de cet instant, il n'y a plus de débat. Ils n'ont pas le niveau. Oui, il faudrait aussi embarquer le secteur privé dans tout ça, puisque, par exemple, je regardais encore ce matin dans le magasin d'applications Google Play, donc d'Android, hein, qui est 80% des smartphones à peu près, les premières applications recommandées, hein, avant toutes celles qu'on connaît en Europe, c'est Temu et Shein. Donc les 5 ou 6 premières applications recommandées étaient des magasins chinois à très bas coût, qui au passage en plus ont un impact écologique absolument cataclysmique. Donc c'est vraiment, il faut embarquer le secteur privé là-dedans et arrêter. Oui, bien sûr. C'est quand vous avez fini de développer tous vos pays, quand vous avez fini de vous industrialiser à la base avec le charbon, ensuite avec le pétrole, que vous parlez maintenant de climat et d'empreinte carbone, patati patata gna gna. Laissez les autres pays se développer aussi. Et c'est la même chose qu'ils disent en Afrique. Et ils finissent de faire tous leurs trucs. Quand les autres veulent aussi se lancer, c'est là qu'ils disent non, mais ne faites pas ça. Vous êtes le poumon du monde. Replantez aussi les arbres chez vous. Et vous finissez de tout bâtir. Quand les autres veulent se bâtir, c'est là que vous venez avec les critiques de bas étage. Vous parlez du climat, vous parlez de l'empreinte carbone. Parce que quand vous vous détruisiez, vous n'étiez pas au courant du climat ou de l'empreinte carbone, non? Comme par hasard, l'argument vient quand ce sont les autres qui doivent le faire. C'est vraiment, il faut embarquer le secteur privé là-dedans et arrêter aussi peut-être de recommander aux gens de se lancer dans ces achats. Ça tue le Pourquoi? Alors que ça coûte moins cher. Pourquoi? C'est-à-dire que j'ai besoin de lunettes médicales un peu comme les siennes. Je me rends compte que je peux acheter ça 20 fois moins cher. Je me prive, pourquoi? Ça fait exactement la même chose, c'est moins cher. J'ai les problèmes d'argent. Même si je n'ai pas les problèmes d'argent, même si je suis riche, j'ai la possibilité d'avoir exactement le même produit moins cher. Pourquoi je le ferais sous prétexte qu'il y a l'empreinte carbone? Le même empreinte carbone qui ne concerne que les pauvres. Parce que les riches, eux, ils se déplacent en jet privé. Hein. Petit commerce, on dit en large et en travers. Trump a été extrêmement brutal, évidemment, depuis une semaine, mais il dit quand même des vérités sur justement la Chine et la nécessité de rééquilibrer le commerce mondial. Scott Bessent. Non, madame, non. La seule chose que Trump dit, c'est que les États-Unis doivent gagner, point. Trump ne pense pas au monde. Trump ne pense qu'à ses amis et aux États-Unis, c'est tout. Scott Bessent, qui est l'un de ses principaux conseillers économiques, dit aussi des choses vraies quand il dit aux Américains il va falloir se sevrer des produits chinois. Peut-être qu'aussi, nous, on a ce discours-là à tenir davantage. Il faut bien voir que depuis on a fait rentrer la Chine dans l'Organisation mondiale du commerce en faisant le pari que justement le commerce allait pousser à une démocratisation de la Chine. C'est pas du tout ce qui s'est passé en fait. En effet, il y a eu un jeu extrêmement ambigu, extrêmement trouble de la Chine qui, en volant des brevets de la propriété intellectuelle, qui a pas... Ils n'ont pas volé les brevets. C'était dans les contrats. Depuis le début, je ne sais pas ce que cette dame, peut-être qu'elle, son travail, c'est être payée pour pouvoir cracher sur la Chine. Mais elle essaie depuis le début de donner une très mauvaise image de la Chine. Ce n'est pas vrai. Lorsque les entreprises occidentales se délocalisaient en Chine, dans les contrats était spécifié le transfert de connaissances. C'était spécifié. Donc ce n'est pas une affaire de vol de brevets, ça faisait partie des deals, madame. En volant des brevets de la propriété intellectuelle, qui n'a pas joué tout le temps les règles du commerce international. Et aujourd'hui, on voit bien que Xi Jinping n'a pas
pas vraiment l'intention de développer même sa consommation intérieure. Il a plutôt intérêt à exporter au maximum. Et j'insistais... Faut qu'ils vident les entrepôts et les hangars. J'insistais sur la monnaie parce que, évidemment, c'est parce qu'ils ont un yuan qui est dévalué, qui est extrêmement compétitif, qu'ils peuvent aussi être un grand pays de l'exportation. Et qui nous dit que demain, ils ne vont pas jouer davantage encore sur cette monnaie, lancer une espèce de guerre monétaire, parce que c'est leur intérêt aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut surtout ne pas être naïf. Alors, on entend ça beaucoup en Europe ces derniers temps, assez de la naïveté. Mais là, vraiment, sur la Chine... en effet, il faut vraiment avoir un discours de vérité sans aucune naïveté. S'il y a bien une personne depuis le début qui est instable, on est d'accord que c'est Donald Trump, non? C'est pas Xi Jinping. Donc s'il y a même une personne qu'on doit guetter un genre, c'est Donald Trump. Xi Jinping, de son côté, il a toujours été réglo. C'est-à-dire, bizarrement, je ne sais pas, ils ont décidé de présenter la Chine comme la source du problème, en oubliant qui a commencé toute cette affaire depuis la base. C'est quand même terrible. En tout cas, voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se retrouve une prochaine fois.